Hello les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes plein d'énergie positive et lumineuse. Aujourd'hui, je suis ravie de partager un nouveau podcast avec vous dans le Sound Podcast. Et vous savez, j'ai plein de sujets que j'aime développer avec vous. Et cette semaine, je pense que ça pourrait être pas mal de reparler un peu de la vente. J'avais fait un podcast il y a longtemps sur comment devenir le meilleur vendeur de sa boîte. Justement, c'est le nom d'un livre en fait, qui m'avait vraiment passionnée et en fait j'avais retiré vachement d'informations de ce roman, récit, je sais pas comment on dit, bref. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Eric avec moi. Bonjour Sandra. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Ouais, super. Et est-ce que ce serait cool d'expliquer un peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie ? Parce que du coup, aujourd'hui, le sujet, c'est de parler de la vente et j'ai voulu avoir un expert du sujet aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement ? En fait, déjà, présente-toi, je crois que ça fait plus de 20 ans que tu fais ça ? Non, 15 ans, je sais plus. Ouais, 20 ans au moins, ouais. 20 ans, ouais. Ouais. Ouais, 20 ans. Et donc, t'es passé par plusieurs étapes pour arriver au niveau où t'es aujourd'hui. C'était quoi la première étape dans le métier de la vente Vendeur en magasin. Ma première étape, ma première expérience de la vente, c'était vendeur. Vendeur en magasin dans le domaine du sportwear. Donc, les produits comme Levi's, Dockers, Scott, Doc Martens, etc. Donc, j'ai vendu des produits comme ça. Ok, et donc du coup, t'étais en boutique, c'est ça ? J'étais en boutique. Et alors, quel est ton rapport avec... ça, c'est un step, je trouve, où on apprend énormément de choses, parce qu'on est face aux clients en permanence. On a moins de, tu vois, ce truc-là d'imaginaire. Les gens sont là et chaque jour, ils te montrent leur façon de se comporter face aux produits. Oui, effectivement, c'est l'une des meilleures expériences, même pas, je dirais pas l'une des meilleures expériences, c'est la meilleure façon d'apprendre, au fait, à vendre. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, tu vas être devant un client lambda et chaque client n'est pas pareil. Donc l'approche n'est pas tout à fait la même, que ce soit un jeune, un vieux, ou un enfant, un adolescent, ou une femme, ou un homme. Mm. Donc là, effectivement, tu vas avoir différents types de personnes sur laquelle tu vas faire une approche, plutôt une recherche de besoin, et cette recherche de besoin va en découler à une vente en général. Donc effectivement, c'est là où tu apprends les bases du métier de vendeur. Et alors là, tu as utilisé une expression assez particulière, donc l'expression du besoin, c'est ça ? Oui. Donc les gens, comment ils expriment leurs besoins ? Parce que du coup, au début, là, tu me parles d'un terme technique qui est, je pense, un terme plus mature qu'on acquiert plus tard, mais quand on est vendeur comme ça en boutique au départ, comment est-ce qu'on... Déjà, t'es formé ? Est-ce que t'es formé ? Oui. Ok, t'es formé. Et après, une fois qu'on t'a mis... Tu te souviens de ton premier jour ou pas ? Qu'est-ce que t'appelles formé ? Je sais pas, les premières techniques de vente, de base, pour pouvoir... Les premières techniques de vente, en général, je les apprends à l'école. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, le type de boutique où j'ai été, à l'époque, on t'apprenait pas les techniques de vente. Mais du coup, quand tu dis apprendre à l'école, c'est-à-dire, parce que imagine des gens qui n'ont absolument pas fait d'études commerciales. Moi, aujourd'hui, en termes d'études, je suis quand même passé par un CAP et un BEP. D'accord. J'ai pas fait de grandes écoles. Donc, j'ai fait un CAP à BEP, et donc là, j'ai appris les techniques de vente, la recherche de besoins, la pyramide de Maslow avec les besoins primaires et compagnie, ouais. Donc ce genre de choses-là. Voilà, j'ai appris tout ça à l'école. D'accord. Effectivement, ça m'a aidé une fois sur le terrain, donc lorsque j'ai fait des stages d'études, à lier tout ce que j'avais appris à l'école avec ce que j'ai pu avoir comme expérience factuelle sur le terrain. Ok. Et alors du coup, le premier jour, est-ce que tu as une mémoire du premier jour où tu t'es retrouvé dans un magasin là, et que tu devais vendre on te donnait des objectifs, les gens ils te mettent la pression ou pas ? Non, on ne donnait pas d'objectifs, on mettait plutôt la pression. Vas-y, va faire le client, vas-y, vends-lui, faut que tu lui rentres dedans. Mais tu lui racontes quoi au client le premier jour ? Je bafouille. Ok. Je bafouille parce que je suis paniqué, je sais pas vendre.
Ok, mais ça, c'est un truc qui arrive quand même, je pense, à trois quarts des gens. Alors, c'est vrai que moi, l'idée, c'est sur la partie vente, ça peut être aussi bien des gens qui sont en entreprise, qui ont une expérience professionnelle longue ou même qui viennent de démarrer, que des entrepreneurs qui sont en train de tout faire en même temps. C'est-à-dire qu'ils sont les premiers commerciaux de leur boîte, parce qu'ils ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils ont un produit, ils savent pas le vendre. Donc, tu donnerais quoi comme conseil, justement, quand tu débarques comme ça et que tu sais rien? Quand tu sais rien, Ouais, en fait, c'est pas que tu sais rien, c'est que c'est compliqué. C'est compliqué parce que la personne qui est dans l'entrepreneuriat, qui ne connaît pas la vente, va faire beaucoup d'erreurs. Normal. Clairement, on va faire énormément d'erreurs. Mais elle peut très vite baisser les bras. Mais c'est là où il ne faut pas qu'il baisse les bras. C'est qu'il va apprendre. Il va apprendre en faisant beaucoup d'erreurs. Et ces erreurs-là vont lui permettre de pouvoir se corriger au fur et à mesure du temps. Moi, j'en ai fait. En tant que vendeur, j'en fais encore aujourd'hui. J'en fais moins, mais j'en fais encore aujourd'hui. Mais j'apprends mes erreurs tous les jours. D'accord. Et ce qui me permet derrière de reproduire ces erreurs-là avec d'autres clients. Pour toi, c'est quoi là, on parle parce que finalement, le métier de vendeur, que tu vendes des baskets ou que tu vendes des sèche-linges ou que tu vendes une application, dernier cri, je sais pas quoi. Enfin, pour moi, il y a des techniques fondamentales de base qui fonctionnent pour n'importe quel produit. N'importe quel produit, c'est avantage plus preuve. Ouais. Ça fait un argument structuré. Ouais. Donc tu vas trouver un avantage sur ton produit, tu vas lui prouver, s'il va faire un argument structuré, et normalement qui devrait convaincre ton client. D'accord. Mais alors du coup, ça c'est donc dans enfin je veux dire, moi je débarque, je me mets toujours dans la tête de quelqu'un. C'est une technique de vente. Je débarque, donc du coup je fais quoi? Parce que là regarde, j'ai mon client en face de moi, je débarque avec mon truc, j'ai préparé mon scénario et tout, je lui raconte tout mon pitch là. Tu vas raconter ton pitch. Ok, tu vas raconter ton pitch, mais qu'est-ce que lui, ton client, il veut? Voilà, c'est ça le là, problème. À partir de c'est pas en racontant tout ton speech. Ton speech, ton client en face, il en a strictement rien à faire. Okay. C'est, au fait, tu dois te mettre à sa place. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce qu'il veut? Comment il le veut? À quel moment? Combien ça va lui coûter? Ce genre de choses-là, ce sont des questions qu'il faudra systématiquement lui poser. Après, les questions peuvent être très larges, mais le but, c'est d'avoir des questions fermées pour un oui, non, pour essayer de délaguer et d'arriver sur une réponse, plutôt lui filer des questions ce qu'on appelle nous des questions en entonnoir, de manière à avoir après une synthèse à la fin qui permette au vendeur de pouvoir résumer ses attentes et de pouvoir lui proposer quelque chose qui colle à sa demande. Ok. Et donc du coup, ce que tu veux dire, c'est que finalement, il y a des gens qui ont des besoins, tu parlais de besoins tout à l'heure, qui sont des besoins exprimés, explicites, clairs, même précis. Il y en a d'autres qui les ont pas. Ouais, il y en a d'autres qui les ont pas. Donc c'est à nous d'aller chercher leurs besoins, en leur posant énormément de questions. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui passe te voir, allez, je prends l'exemple d'une boutique qui passe, mais qui n'a pas forcément besoin, qui ne va pas exprimer son besoin tout de suite. Mais c'est à toi d'aller gratter, au fait, pour voir exactement pourquoi elle est rentrée dans la boutique. Oui, elle veut voir, mais ça se trouve, elle a un besoin, elle a un projet. Donc, aller savoir quel est son projet, pourquoi elle veut ce type de produit ou pas, ou un autre, dans quel type de confort elle va aller, c'est un projet dans combien de temps, dans 5, 10 ans, 20 ans, tout de suite, dans un mois. Donc voilà, c'est au vendeur d'aller chercher ce type de réponse-là pour essayer de susciter, au fait, que le besoin sorte et d'aller conclure, en fait, l'acte de vente. Ok, d'accord. Donc en fait, il y a un truc très conversationnel, en fait. En gros, il y a l'art quand même oratoire, il y a une façon de parler aux gens. Est-ce que tu penses que entre là maintenant, donc après 15 ans de vie professionnelle, 20 ans de vie professionnelle dans les métiers de la vente et le début, est-ce que tu penses que ton art oratoire s'est développé? Ah oui, énormément. C'est quoi la différence du coup? C'est l'écoute. Ok, tu écoutes plus qu'avant? Ah oui, j'écoute beaucoup plus qu'avant. J'écoute plus qu'avant mes clients. D'accord. J'écoute beaucoup plus qu'avant, et puis après, le fait d'être en communauté, d'échanger avec eux, fait que on écoute, on échange avec eux perpétuellement sur divers sujets. C'est pas forcément que sur la vente, mais avec les clients pour pouvoir les mettre à l'aise. On parle aussi un peu de choses qui ne sont pas dans la vente. Par exemple, le sujet qui rassemble tout le monde, le foot. Ah,
Ah oui, mais Le c'est un sujet qui Oui, rassemble. mais c'est parce que, en fait, t'es sur une population extrêmement masculine. Non, pas forcément extrêmement... Non, mais quand toi, tes clients aujourd'hui... c'est Non, pas forcément extrêmement Ouais. masculine. J'ai des clientes. Il Et elle parle de foot aussi. y en a qui parlent de foot. Oh my god. Écoutez bien ce qui est en train d'être dit là maintenant. Le foot rassemble. Moi, je crois que t'allais me dire, on parle de la pluie et du beau temps, quel temps il fait. Là, c'est un sujet qui rassemble. Non, la pluie et du beau temps, Le c'est trop... foot. Non, la pluie et le beau temps, c'est trop banal. Ok, bon, très bien. Alors, Le le foot, foot est on un peut- argument de vente. Alors, attention, le foot n'est pas forcément un argument de vente. Ah oui. Le foot est un sujet d'introduction où l'actualité du moment peut être aussi Ok. un moment, Ok, un l'actualité élément du d'introduction qui permet de détendre l'atmosphère, de pouvoir Ok. parler d'autre chose, voilà, sans qu'il y ait des crispations ou même pendant l'acte de vente, faire un temps de pause et parler d'autre chose, ou même d'aller boire un café. En fait, concrètement, finalement, j'avais entendu au début quand j'étais jeune, j'entendais le truc qui disait finalement, le temps que tu passes à parler de la vente, il doit être extrêmement faible. Finalement. C'est-à-dire que, admettons, tu as 1 heure de conversation avec ton client. Quand tu es dans un niveau où tu commences à être expérimenté, sur les 1 heure, tu vas parler les 5-10 minutes du produit et les 50 autres minutes, tu vas parler de totalement autre chose. Est-ce que c'est vrai cette théorie? Pas forcément. C'est-à-dire? Ça va dépendre du cadre et du client. Parce que tu as des clients qui sont là et qui, eux, vont parler du produit qui vont pendant parler 1 du heure, produit pendant de une tous heure, les détails et de tout, tous et les sans détails. autre qui n'en a rien à Il n'y a rien à carrer. carrer, qui va pas s'y dire, ouais, ça, quel prix, Ouais. qui va passer sa commande, et c'est fini, et en moins de 10 minutes, c'est fini. C'est réglé. Et ça, tu le sais maintenant, de toute façon. Sans avoir parlé aux gens, est-ce que tu arrives à sentir si tu Oui, vas être sans parler aux gens, j'arrive à sentir si le client est ouvert ou pas. Mhm. Si le client est propice à du business, clairement, Ouais. ou pas. Ouais, tu le sens, ça. Ah ben, je le sais. Déjà, tout de suite, avec sa tonation, on voit bonjour. Ok. Ah, juste le bonjour? Juste le bonjour. Le tien, alors, toi, tu dis bonjour, t'es au téléphone, tu dis bonjour, ou quand tu arrives en magasin ou Quand autre, j'arrive en magasin. D'accord, la façon dont il va dire bonjour, tu sais si c'est bon ou si pas. c'est bon ou pas. Je sais déjà c'est si je chaud. dois repartir une commande ou pas. Et ça, au bout de combien de temps t'as entendu ce truc-là, du fond, du sous-texte, je dirais? Je pourrais même pas évaluer ça. Je pourrais pas te dire. Ok. Donc en fait, ce qu'est en train de dire Eric, c'est que finalement, alors bon, je dis pas qu'au tout début, quand Exemple. on commence, on arrive à entendre ces trucs-là, hein, je pense pas. Mais avec le temps, l'idée, c'est quand même d'être dans une écoute active, profonde, qui fait que tu arrives à entendre le sous-texte. Mais il faut être dans une écoute active tout le temps. Mhm. Parce que si on n'est pas dans une écoute active, on va louper les informations. D'accord. Parce que tu as un client qui peut venir te dire, voilà, j'ai eu ces problématiques, nanana, alors que tu as la solution. Ouais. Donc ça veut dire que si tu as la solution, tu lui proposes pas. Donc tu vas peut-être passer à côté d'une future commande. Ou il va te dire, ah oui, mais attends, j'ai un catalogue dans 3 mois sur tel produit. Mais tu sais que dans 3 mois, tu vas pouvoir débloquer une commande avec tel produit. Propose-lui maintenant. T'as un prix promo tout de suite. Pourquoi tu lui proposes pas? Ok, donc du coup, l'écoute active, elle est hyper importante. C'est l'anticipation aussi. Hein. Mais tu sais que quand on démarre dans la vente, là, au tout début, en vrai, hein, on n'est pas... Enfin, moi, franchement, je serais pas du tout une meuf qui écoute. Hein. On n'est pas du tout dans On vient, l'écoute. on débute notre truc. On est comme des bulldozers, Voilà. on veut vendre notre truc, point barre, on veut partir, c'est tout. Parce qu'on est dans un moment où on a peur. Ah, aussi. On a peur, on est intimidé, on est stressé. Et au début, c'est pas agréable. C'est pas agréable pour soi, mais c'est pas agréable pour le client aussi. Ou pour le futur client. Alors, quand tu dis intimidé, là, pour le coup, ça va, enfin, je pense que c'est intéressant. Je pense que le plus gros truc, moi, que j'ai eu à combattre, c'était la peur de démarcher les gens. Le démarcher, en fait, pour moi, ça a été un vrai truc, mais genre, j'ai eu du mal à me mettre dans cette démarche-là. Pourquoi? Parce que tu avais peur du refus. Ouais, il y avait clairement peur du refus, et puis après, tu t'exposes vachement, je trouve, quand même. Ah oui, complètement. Parce qu'il faut être... Pour moi, c'est vraiment, quand on part quand on se met dans la peau du commercial, c'est vraiment un habit qu'on se met, quoi. C'est un habit de scène et on se met dans un personnage. Et du coup, moi, j'ai mis vraiment du temps à me mettre dans le personnage de la personne qui va chercher du business. J'ai fait du démarchage en B2B sur mon année de bac pro professionnel. D'accord. J'ai travaillé dans une société qui vendait des photocopieurs, que ce soit en vente pure ou en location. J'ai fait démarchage physique, donc prospection physique, et j'ai fait prospection téléphonique.
Ok, les pires trucs que tu veux trouver sur la Terre. Horrible. Les pires trucs que tu peux faire. Surtout en plus la prospection physique, quand c'est l'hiver, vas-y. Ouais. Et la prospection téléphonique, mais c'est dans un bureau, tu prends le bottin et t'appelles toutes les Alors, sociétés. bottin, c'était dans une ancienne vie, hein, parce que ça n'existe plus. Ça n'existe plus, mais voilà. On va pas vous dire l'âge d'Eric, hein, surtout pas. Bon, j'ai pas peur, j'ai Non, 41 bon. ans. Oui, non, mais c'est bon, je te charrie, j'ai le même âge que toi. Enfin, quasiment. Donc, ouais, le bottin, donc l'annuaire des pages jaunes, qui n'existe plus, hein. Ouais, ça existe plus. Et tu prenais le bottin et tu faisais par là d'alphabet dans C'est cette danse. incroyable. Et on faisait ça. Quelquefois, on passait toute l'après-midi. Et sur une après-midi, je vais peut-être appeler 150, j'avais peut-être 2 rendez-vous. C'est ouf parce que au jour d'aujourd'hui, bon, ça c'est des techniques au jour d'aujourd'hui que les gens, enfin, je sais que Font de moins en moins. non, mais même pour démarcher, alors ça marche toujours d'aller faire du porte-à-porte quand même pour certains produits. Il y a certains produits. Certains produits, oui, ça marche. Fonctionnent encore. Alors, certains produits, ça marche encore. Mais il y en a de moins en moins. Prospection téléphonique, il y en a de moins. De prospection téléphonique. Il y en a de moins en moins. Alors, prospection téléphonique, si, il y en a toujours. Ouais. Mais prospection physique, il y en a de moins en moins. Après, sur des secteurs bien spécifiques, il y en aura quand même un peu, mais les gens vivent avec leur portefeuille client, avec le relationnel qu'ils arrivent à faire à X, à droite et à gauche. C'est le bouche à oreille aujourd'hui et la communication sur le web qui va énormément aider aujourd'hui beaucoup de sociétés, d'entreprises à démarcher les clients. Du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un entrepreneur ou à un mec qui vient prendre un premier job de commercial dans une boîte et qui se dit mais putain comment je vais faire, j'ai des objectifs de vente, ou alors tout simplement je dois me créer du revenu parce qu'il faut que je me paye. C'est quoi les comment dire les best practices, enfin les conseils, je vais y arriver, les conseils que tu pourrais leur donner en fait? Moi, j'ai demandé de l'aide. D'accord. C'est ça consiste en quoi? Moi, j'avais un tuteur de stage, Ouais. mon bac, qui était un excellent vendeur. Je lui ai demandé de l'aide. Je lui ai dit, comment tu fais? Ok, donc ça c'est le parti mentoring un peu, mentor. Oui, mentor. Ok, donc en fait, alors moi je peux vous conseiller pour ceux qui n'ont pas forcément accès à un tuteur ou autre, c'est que déjà bon, toute la connaissance est sur internet, vous tapez Google, vous tapez Best Practice Selling ou les meilleures techniques de vente et vous trouvez, chez les Américains il y a quand même vachement de contenu, si vous parlez anglais c'est juste génial. Et c'est vrai que moi j'aime bien l'idée de dire à un moment donné, ok on détient pas la connaissance, on sait pas, si on sait pas on demande de l'aide. Où on va en chercher, donc n'hésitez pas à regarder, en fait, il y a vraiment, sur la vente, il y a vraiment beaucoup de contenu. Je mettrai en description soit des livres, soit des conférences que pour aller suivre, pour avoir des techniques de base, pour être aidé ou en tout cas mentoré même à distance. Donc du coup, tu as été voir ton mentor, enfin ton tuteur, et il t'a aidé à quoi? C'était quoi le truc que tu as retenu? Là, aujourd'hui, on a fait des sketchs de vente. Ah ok, d'accord. Ah oui, on a fait des sketchs de vente. Il m'a fait faire des sketchs de vente. Filmé ou pas? Non, pas filmé. Et on a débriefé après. Il m'a dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça Ok. c'est bien, ça c'est pas bien. À l'époque, c'était les caméras avec les caméscopes là, avec les cassettes audio. Donc il avait pas ça dans son bureau. Ouais. On a fait ça longtemps. On a fait des sketchs de vente. On a fait énormément de sketchs de vente. Ok, c'est vraiment un truc... Et puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a rédigé un document pour la prospection téléphonique. Voilà, bonjour, nanana, société dans un process, quoi. Un process qui permettait, au fait, de rabâcher tout le temps, pas faire d'erreur. Et au fait, à force, le discours, il rentre tout seul. Et puis tu l'analyses, tu dis, bah voilà, il faut que je fasse ça, sur les différentes étapes. Et puis après, tu le dupliques aussi sur le terrain en prospection physique. Ok, donc en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est concrètement, si vous voulez vendre votre produit, prenez tous vos potes, votre famille, votre mec, votre nana si vous êtes maqué, et vous pitchez en fait. Vous répétez votre pitch de vente et vous demandez en fait concrètement un débrief, si c'est un bon, débrief, pas, si c'est compréhensible, etc. Ouais. Et ce sera la meilleure façon de... Si votre voisin, si votre pote, votre frère ou quoi achète votre produit, c'est que déjà, a priori, les gens qui vous connaissent pas pourront facilement l'acheter. Donc... Finalement, il faut tester auprès de sa communauté, son réseau, c'est ça? Son réseau, il faut tester auprès de son réseau, absolument. Après, si dans votre entourage, vous avez des commerciaux, des vendeurs, des bons vendeurs, yes, faut leur en parler. Ouais. C'est la meilleure des ressources aujourd'hui et ce sont les personnes qui pourront vous donner le maximum de conseils pour devenir un bon vendeur ou déjà dépasser, par exemple, savoir comment vendre.
Ouais. Est-ce que tu penses qu'il faut être résilient? C'est ce truc de s'armer de patience et même de résilience dans le sens où, en fait, c'est pas parce qu'on te dit non. Tu parlais tout à l'heure, moi j'avais peur qu'on me dise non. Oui, c'est vrai, je sais que j'avais clairement peur qu'on me dise non, donc du coup j'y allais pas. Est-ce que tu penses qu'il faut vraiment pas prendre des choses personnellement et du coup, le non, ce sera non pour lui, non 25 fois, puis il y en a un qui dira oui? Comment tu vois le truc? Clairement, il faut pas... Le non doit être un élément qui doit renforcer, au fait, l'objectif. C'est pas parce qu'on a dit non que ça veut dire que c'est pas bon. D'accord. Le non veut dire non, ok, mais pas maintenant, pas maintenant, peut-être dans un an, ou alors j'ai voilà, ou demander non. non, pourquoi, est-ce que ah c'est ouais, pas toi tu bon. demandes? Moi je demandais pas avant. Alors, moi non J'avais plus. trop peur. J'ai encore beaucoup de mal. Alors, avec les clients maintenant, clairement, j'ai pas de soucis. Ouais. Avec les nouveaux clients, je leur demande pas parce que c'est quand même quelque chose de... C'est intime c'est intime de leur demander pourquoi, parce que ça veut dire qu'ils sont obligés de se justifier. Ouais. Et quand on les connaît pas encore assez bien, il y a un malaise qui peut être mis. Il y a un malaise qui peut être mis et ça peut les braquer. Après, tu peux dire non en demandant est-ce que ce que je vous propose ne vous intéresse pas, est-ce que c'est pas le bon moment, ce genre de choses-là, sans leur dire non, sans que le non veut dire oui, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que en leur disant pourquoi est-ce que c'est trop cher, ce genre de choses là, est-ce que le produit est trop technique, ce qui permet d'avoir une information pour pouvoir améliorer prochainement son discours. Ouais, clairement. Enfin moi, alors, à partir du moment où j'ai commencé à avoir moins peur de demander aux gens pourquoi, et en fait je me suis retrouvée à pouvoir modifier des ventes où la personne m'avait dit non. Les gens ne veulent pas dire pourquoi, parce que comme tu dis, c'est un espèce de malaise un peu, genre non mais je suis mal à l'aise avec cette question. Et quand tu poses la question de manière bienveillante, tu dis écoutez, est-ce que vous pouvez m'expliquer, comme ça me permettra de savoir comment m'améliorer. Tout à fait. Et les gens te disent des fois, ils disent c'est le prix, et moi je me suis retrouvée à valider finalement des ventes en baissant un peu le prix parce que finalement je me faisais déjà une super marge et que voilà. Et finalement la personne se retrouvait à valider la vente avec moi. Si j'avais pas demandé pourquoi, tu repartais, je perdais ma vente. Tu perdais ta vente et c'était con parce que entre 0 et 5 ou 10%, il y a quand même. Ouais, voilà. Donc, ok, donc ça vient quand même. En fait, il faut pas prendre les trucs personnellement, il faut juste se dire que c'est pas nous en tant qu'individu. On remet pas en cause notre valeur intrinsèque. Moi, j'avais l'impression que quand on te dit non, en fait, ça vient te toucher personnellement en tant qu'être humain. Et du coup, c'est comme si ça remettait en cause ta valeur. Mais là, on s'en fiche, il s'agit de vendre un produit. Donc, se mettre dans la peau d'un commercial, c'est aussi prendre de la distance par rapport à soi-même. Alors, quand on se met dans la peau d'un commercial, il faut bien faire la part de choses. Le commerce et soi-même. Le commercial et soi-même. Donc, en fait, c'est comme si on avait deux identités. Le commercial qui est là pour vendre, effectivement, il va avoir des noms, mais il ne faut pas le prendre pour soi. À partir du moment où il rentre dans l'affectif, dans le personnel, il va prendre les choses pour lui-même. Et là, effectivement, le nom peut être blessant. Franchement, c'est chaud, hein. Mais malheureusement, il faut distinguer les deux. Il faut absolument le dire. Parce que sinon, c'est une personne qui n'avancera jamais. Ouais, non, mais moi, qui va tout prendre pour soi et qui va baisser vite les barres. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Ouais, mais c'est chaud quand même. Franchement, je vous dis, moi, honnêtement, j'ai vraiment mis du temps à me dire que c'était pas moi, personnellement, Sandra, qui était mis en cause dans tout le truc, et prendre de la distance, me prendre des portes aussi géantes, et puis après, à un moment donné, prendre vraiment une distance et me dire, en fait, c'est pas qu'on s'en fout, hein, moi, ça me fait chier quand j'ai pas une vente, mais voilà, c'est pas toi personnellement. Ok. Bon, du coup, petite anecdote sur la vente, si on pouvait, je sais pas si on va clôturer ce podcast, mais tout de suite, j'en sais rien encore, mais est-ce que t'as un truc, genre le pire truc qui t'est arrivé? Le pire truc qui m'est arrivé? Ouais. Je vois pas. Attends, t'es jamais arrivé de merde, genre... Enfin, moi, je vais vous raconter une merde après. Je vois pas... Des merdes, il y en a tous les jours. Hein. Si, je suis déjà tombé sur un client, pour pas citer, raciste. Ok. C'est une situation très compliquée, mais après, il faut faire avec. Mais il l'a dit? Il t'a dit que... Non, il me l'a pas dit, mais il me l'a bien fait sentir, il me l'a bien fait savoir. Ok, d'accord. Il y a ce qui est dit et le non dit.
Et le non-dit, c'est surtout sur de la gestuelle et l'intonation de la voix du client. Ok. Et là, tu sais. Et la gestuelle et l'intonation du client voulaient Ouais, tout dire. Ouais, ok. Voulaient tout dire. Ok, donc du coup, tu es en train de me dire que en plus, il va falloir que tout le monde lise, enfin, on apprenne à lire finalement au fur et à mesure du temps, la communication non verbale. Ah oui, Donc en fait, le body language, les mimiques faciales, c'est ça? tout à fait. Ok, d'accord. Donc là, il y a plein de bouquins, pareil, je vous les mettrai en description dans la bio, des livres pour pouvoir mieux comprendre le body language et les mimiques faciales. Et après, finalement, ce que tu sous-entends, il y a une dimension très psychologique finalement dans les échanges avec les gens. Dans la vente, oui, tout Ouais. est psychologique. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, du coup, ta compréhension des humains est augmentée par le fait que tu travailles dans ce métier depuis longtemps et que du coup, tu rencontres plein de différents? Oui, complètement. Ok. D'accord. Bon, ben voilà, faites un métier de la vente, vous allez devenir un psy incroyable. Je dirais pas un psy. Mais on a les ouvertures, hein, on comprend un peu plus facilement l'être humain et on arrive à anticiper plus facilement les choses par rapport à certaines personnes. Ok. Que ce soit professionnellement ou que ce soit personnellement. Ok, donc ça développe quand même des facultés qui sont intéressantes finalement dans la vie de tous les jours. Oui, Ça, au final. Il y a Au quand final. même un avantage personnel. il y a quand même un gros avantage personnel. Ok. Bon, ça marche. Alors moi, pour vous raconter, je pense que les pires trucs, c'était ouais, tu promets des trucs aux clients, alors enfin, promettre des trucs aux clients que tu n'as pas, ça oui, parce que c'est ce qu'on appelle le fake it until you make it en termes de start-upper, et donc De du coup, tu jamais commences... faire ça. Ah si, Non, fake it jamais, until you make non, it, si, jamais. si. Non, Bah déjà, si. de promettre des choses à un client que tu n'as pas, que tu ne peux pas honorer. Non. Non. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai pas dit ne peut pas honorer. J'ai dit que sur l'instant où il me le demande, je ne l'ai pas. Parfois même, je ne l'ai jamais fait. Non, bah donc il faut pas promettre. Bah écoute, en tout cas, enfin, j'entends ce que tu dis, mais peut-être que c'est une dimension. Moi, sur la partie service, très honnêtement, j'en parlais dans mon premier podcast sur le growth mindset. Il y a une cliente, quand elle m'a demandé de faire un voyage incentive, le premier voyage incentive, je n'y connaissais rien. Et je lui dis, pas de problème, on va s'en occuper. Et c'est là que j'ai appris, tu vois. Après, c'est une philosophie de se dire, ok, moi, je m'aventure souvent dans... Enfin, c'est comme ça que l'entreprise a grandi aussi au Non, fur et mais à tu as eu mesure. la chance que ce n'ait pas été un échec. Mais non, mais en fait, si tu veux, on peut considérer que finalement, se lancer dans un truc, ça peut être un échec parce que tu ne sais pas. Mais en fait, il y a un moment donné, il faut apprendre. Je dis, se lancer dans un truc au départ, tu sais pas, et en fait, tu sais pas, et c'est fine, en fait. Tu vois, c'est juste l'idée de se dire, enfin, en tout cas, dans les métiers de service, moi, je dis pas que si j'ai un produit, j'ai pas le produit en stock et que de toute façon, je l'aurai jamais, je vais pas dire à mon client, c'est bon, je vais vous l'avoir. Mais c'est vrai que sur la partie service, enfin, moi, j'ai aucun problème sur cette philosophie de fake it till you make it, tant Oui, que mais derrière, tu viens... Sur le service. En tout cas, dire à un client, oui, ok, je peux le faire, alors que dans l'instant T, tu Sur sais le pas le faire. service. Après, je sais pas, Sur parce le que toi, t'es service. dans un autre domaine. Voilà, donc, moi je suis dans un domaine où je vends du produit fini. Moi, Ouais. je peux pas dire à mon client, oui, je vais faire. Ok. Si je Bon, sais que je ouais. ne peux pas faire, c'est mort. Ok. Parce que déjà, c'est ma crédibilité qui va en pâtir si je fais pas. Mhm. Et... Oui, mais ça, la crédibilité en service, c'est pareil. Si je le fais pas, ma crédibilité va en partir oui, aussi. mais parce que tu t'es engagé, donc tu vas le faire, c'est du service. Donc là, tu vends un produit, on va dire, plutôt virtuel, sur lequel Ouais. on n'est pas sur un produit fini, c'est pas un téléphone portable, c'est pas un objet. Ouais. Moi, aujourd'hui, je vais vendre un produit fini. Donc un Donc, objet. Dans un objet. Donc, si j'ai un client qui me dit, voilà, j'ai besoin de tel produit, mais alors que le produit, je ne l'ai pas du tout, je lui dis, oui, mais je suis mort. Ouais, non, mais ok. Bon, faites pas ça, mais sur le service, en tout cas, sur l'approche subtile de ce que j'ai dit, c'était que j'aime bien l'idée de, dans un champ des possibles, bien sûr, qui soit réalisable, mais j'aime bien l'idée de me dépasser en disant à mon client que je suis capable de faire un truc dans l'instant T que je n'ai pas et de le faire. Mais effectivement, c'est plus valable, c'est plus facile d'appréhender ça dans le métier du service que de faire ça sur un produit physique. Si t'as pas d'iPhone 5 et tu dois les vendre, bah t'as pas d'iPhone 5 et puis c'est tout, tu vas pas promettre un truc que tu n'as pas. Donc ça, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Ok, bah, je pense qu'on peut conclure ce podcast, ça peut être pas mal Qu'est-ce qu'on peut dire en dernier... qu'est-ce que tu pourrais dire en dernier conseil ? Armez-vous de courage et de patience. D'accord. Et est-ce que tu penses
aujourd'hui quand même que le métier de vendeur est le plus beau métier du monde? Je dirais pas le plus beau métier du monde, Ok, mais il en fait partie. d'accord. Bon, il a répondu comme les Normands. Merci. Ok, bon bah écoutez, merci en tout cas d'avoir suivi ce podcast. L'idée c'était de vous donner une vision un peu plus réaliste. En tout cas, là ce qui est intéressant, c'est qu'Eric est dans les métiers des produits physiques, donc il vend du matériel. T'as même pas dit ce que tu vendais en fait. Je vends de l'outillage électroportatif. Ok. Mais j'ai eu plein d'autres expériences. Ouais, mais là aujourd'hui c'est ça que tu vends, donc c'est vendu en magasin, les enseignes Leroy Merlin, Castorama, tous ces... Castorama, Bricorama, Bricomarché, Monsieur Bricolage. Ok, et donc du coup, moi je suis plutôt en mode service, produits virtuels, on va dire, digitaux. Et donc effectivement, il y a peut-être des ajustements qui peuvent se faire en fonction du secteur d'activité dans lequel on est, mais quoi qu'il arrive, je pense que le métier, quoi qu'il arrive, il reste le même. Hein, on est bien d'accord ? Ouais. Ok, super. Et ben on vous fait des bisous. Passez une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Le Sound Podcast, une production autour de l'entrepreneuriat, le couple, les enfants et le développement des compétences commerciales. Présenté par Sandra, coach certifiée. Passez une très belle journée lumineuse.